Voilà, en tout cas, je suis ravie de pouvoir faire ce cours aujourd'hui en présentiel après autant d'années de Covid. En tout cas, voilà, c'est un vrai plaisir de vous parler d'une thématique, je pense, qui est relativement peu abordée aujourd'hui en cardiologie, mais qui est vraiment fondamentale. Vous allez comprendre pourquoi. Les troubles du neurodéveloppement constituent une des principales morbidités dans les cardiopathies congénitales. Donc, on va voir un petit peu différents aspects de ce problème de santé publique qui va concerner vos patients, en tout cas un grand nombre de vos patients. Donc, on va parler de l'état des lieux, en fait, où finalement les connaissances sont aujourd'hui par rapport aux morbidités neurodéveloppementales, neurologiques des enfants avec des cardiopathies congénitales. On va parler un petit peu de santé mentale aussi, qu'est-ce qui finalement est le plus prédominant dans le tableau clinique des cardiopathies, et les facteurs des risques neurologiques. Donc, pourquoi finalement nous voyons autant de morbidité neurodéveloppementale au fur et à mesure que les enfants grandissent. Donc, je voudrais dire quand même 2 mots sur le rôle du cardiologue, du cardiopédiatre, parce que vous serez vraiment au centre du dépistage de ces troubles, bien que vous n'allez pas le faire vous-même, bien sûr, mais vous êtes un acteur principal dans le référage et dans la compréhension de ces troubles chez les patients que vous verrez. Et puis, j'aimerais finir avec un témoignage d'un parent d'une petite fille qui est née avec une cardiopathie congénitale et qui a gentiment accepté de venir vous partager son expérience de son vécu et du vécu de son enfant. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Pareil, donc s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez pas et puis on peut en discuter au fur et à mesure, comme ça on le rend un petit peu plus interactif. Voilà. Donc, on sait tous que depuis une vingtaine d'années, la survie des enfants avec une cardiopathie a vraiment augmenté. Donc, on a une amélioration considérable de techniques chirurgicales, de la prise en charge, des techniques de circulation extracorporelle, par exemple, pour les enfants qui sont opérés. Et donc, on voit cette augmentation démographique dans la population avec cardiopathie, ce qui nous pose aussi d'autres questions. Donc, il ne s'agit pas que de la survie des enfants, mais il s'agit bien sûr de leur qualité de vie, de comment ils évoluent, de comment ils sont scolarisés, voilà, tout simplement comment ils se développent. Et dans l'historique, on va dire, de chercher les morbidités neurodéveloppementales, on avait le premier papier qui était paru en 87. Donc, c'est une étude qui a fait vraiment un énorme, comment dire, qui a créé énormément de discussions à cette époque-là, qui a pour la première fois objectivé que les enfants qui étaient opérés d'une transposition des gros vaisseaux présentaient des troubles du neurodéveloppement. Alors, ils avaient un QI à l'époque qui était un petit peu réduit et qui avait d'autres problèmes au niveau psychomoteur, au niveau voilà, de neurodéveloppement. Et depuis cette première étude qui a été menée à l'hôpital pour enfants de Boston, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 7 ans, il y a eu plus de 1000 articles, un comité de la lecture, donc des articles scientifiques, qui ont objectivé d'une façon ou d'une autre les troubles du neurodéveloppement. Donc, que ce soit d'un point de vue neurologique, d'un point de vue neuropsychologique ou d'un point de vue cognitif, santé mentale, il existe cette prévalence assez élevée. Alors, si on fait un bond en avant, donc on est en 2012, et pour la première fois, les sociétés savantes américaines, l'American Heart Association et l'American Academy of Pediatrics, ont édité des guidelines, des recommandations pour le suivi des enfants avec cardiopathie. Donc, dans ces guidelines, ce qu'il faut retenir, c'est, je pense, 2 messages principaux. Le premier message était que les troubles du neurodéveloppement étaient les morbidités les plus fréquentes dans la population avec cardiopathie. Donc, toute cardiopathie confondue, on trouve ces morbidités à long terme qui sont extrêmement prévalentes. Ensuite, le deuxième message est qu'il faut absolument agir. Donc, il faut dépister, il faut diagnostiquer et il faut traiter aussi, prendre en charge ces types de morbidité, puisqu'on se rend compte que si on les prend en charge, finalement, on a une amélioration du pronostic qui est vraiment drastique. Donc ça, c'est vraiment les 2 messages, je pense, à retenir sur ces guidelines. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de guidelines publiés en Europe ou dans d'autres parties du monde, mais en tout cas, c'est en cours
il y a réellement une prise de conscience, je pense, depuis 5-10 ans, sur l'importance de ces sujets dans différents endroits du monde. Alors, quand on parle de troubles du neurodéveloppement, vous imaginez bien, ce n'est pas qu'un seul type de trouble, qu'une seule sévérité, et certainement pas une seule cause. Donc, l'étiologie de ces troubles est vraiment très multidimensionnelle, mais on voit quand même une association avec ce qu'on appelle la complexité de la cardiopathie. Donc bien sûr, ça vous parler très clairement. On sait que plus la cardiopathie est complexe, plus on va avoir un risque des troubles du neurodéveloppement. Donc ça paraît bien sûr, je pense, évident en termes de complications, en termes de prise en charge chirurgicale qui est assez lourde pour ces enfants. Et donc, on va avoir une augmentation de cette prévalence des problèmes neurodéveloppementaux. Si la cardiopathie est associée à des syndromes génétiques, on va avoir, vous voyez ici, une prévalence très importante des troubles du neurodéveloppement. Alors, quelque chose quand même important à dire, c'est que tous les troubles que nous voyons ici ne sont pas forcément sévères. Donc, on n'est pas non plus forcément dans le cadre du handicap lourd, des troubles sensoriels. Ce n'est pas tellement ça la question, surtout pour les cardiopathies qu'on dit isolées, donc qui ne sont pas associées à des syndromes génétiques notamment, ou d'autres comorbidités extracardiaques très importantes. Alors concrètement, qui est à plus haut risque neurologique d'après les guidelines 2012 dans la population avec cardiopathie? Donc en premier lieu, on a tous les enfants, les bébés qui vont avoir une chirurgie néonatale, une chirurgie cardiaque néonatale sous CEC. Donc, typiquement, c'est les transpositions des vaisseaux, l'hypoplasie du cœur gauche, et autres cardiopathies de ce type cyanogène ou non cyanogène qui vont avoir une chirurgie cardiaque néonatale. Ensuite, on va avoir les enfants qui présentent d'autres types de cardiopathies et qui sont opérés au cours des 3 premiers mois de vie. Récemment, on a eu quelques modifications à ces catégories de risques et on considère à risque les enfants même opérés dans la première année de vie. Donc, ça relève un risque neurologique supérieur. Et puis, la combinaison de facteurs autres, des morbidités qui vont venir s'ajouter en fait à la cardiopathie, comme par exemple une naissance prématurée, qui est déjà connue pour avoir un impact neurologique pour un pourcentage de ces enfants, des syndromes génétiques, le fait de devoir avoir un support extracardiaque, donc un ECMO ou d'autres types de supports, une hospitalisation prolongée, c'est vraiment 2 semaines, c'est un peu le seuil qui a été relevé comme étant un facteur de risque supérieur. Et puis, tous les événements neurologiques que vous avez dans certains patients, donc les convulsions, l'effet de faire des embolies, voilà, de repérage de lésions neurologiques précises dans la période néonatale. Donc, tout ça, ça va se rajouter aux facteurs de risque neurologiques. Et puis, la transplantation cardiaque pour les enfants, notamment qui en ont besoin dans la première année de vie et puis au cours de l'enfance, peu importe finalement le timing, à partir du moment où c'est un tableau clinique très compliqué, on va avoir une élévation du risque. Alors, comme je vous disais au début, donc ce pronostic neurodéveloppemental est vraiment fondamental, mais tout au long de la vie. Donc, on n'est pas juste en train de dire, voilà, il faut diagnostiquer ou dépister dans les premières années de vie, et puis sinon on les prend en charge, tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. On sait qu'il y a ce qu'on appelle un phénotype neurologique détecté, mais bien avant la naissance, finalement, in utero. On a quelques marqueurs qui nous montrent que les enfants avec cardiopathie complexe, notamment, sont à plus haut risque neurologique, des modifications du développement cérébral, in utero. Et puis, on va voir apparaître un certain nombre on va dire, de troubles plus ou moins intenses, ça dépend des facteurs, chez les enfants, chez les adolescents, mais aussi chez l'adulte. Et donc aujourd'hui, on est dans la phase où on commence à se rendre compte finalement que le vieillissement neurologique de la population avec cardiopathie parfois est un petit peu anormal. Donc on a des processus de dégénérescence qui sont un petit peu plus précoces que dans la population générale. Donc vous voyez, c'est vraiment des effets en cascade
qui commence avant que l'enfant naisse, finalement. Alors, si on commence à parler donc, des facteurs de risque, de pronostics en prénatal, donc on sait que le développement in utero cérébral est un petit peu altéré dans ces populations. On parle d'à peu près d'un retard de développement équivalent de 4-5 semaines de gestation, ce qui est beaucoup dans l'échelle du développement cérébral. Et on a quelques études, notamment celle-ci que je vous montre ici, qui a objectivé ces retards de croissance chez les fœtus avec une transposition des gros vaisseaux et une hypo-VG. Donc, ce sont des cardiopathies qui engendrent des circulations, même in utero, qui sont un petit peu anormales en termes de débit sanguin cérébral et qui va porter atteinte à la croissance cérébrale in utero. Donc, comme vous voyez ici, donc on a une comparaison du volume total cérébral, le total brain volume, c'est ici un y-axis, et selon l'âge gestationnel des fœtus. Et donc, les enfants, les fœtus diagnostiqués avec une cardiopathie, ici en bleu, comparé à un groupe contrôle en rouge. Donc, vous voyez que jusqu'à la 25e, 26e semaine, on va avoir un développement de volume qui est relativement comparable. Mais la divergence commence à se voir à partir du 3e trimestre de gestation, où vous voyez quand même une tendance des enfants, enfin des fœtus diagnostiqués avec une cardiopathie à avoir des volumes corticaux totaux en termes du cerveau beaucoup moins importants et significativement inférieurs au groupe contrôle, sans cardiopathie, sans malformation. Donc voilà, ça c'est une première étude qui était parue en 2010 et on a d'autres études qui ont confirmé justement ces données pour les cardiopathies complexes. Et cette différence, on va dire, de développement in utero, fœtal, va se voir non seulement en termes de volume, mais il va se voir aussi en termes de morphologie. Donc, on va voir, par exemple, que la formation des circonvolutions au niveau cérébral va être diminuée chez les enfants, les fœtus en l'occurrence, diagnostiqués avec une cardiopathie complexe, notamment cyanogène. Donc, les circonvolutions, vous savez, c'est des petits plis du cerveau qui sont vraiment essentiels pour l'intégration des réseaux cérébraux ensuite dans l'enfance et qui donc vont sous-tendre le développement des fonctions cognitives supérieures dont on va parler un petit peu après. Alors, une fois que l'enfant est né, ce qu'on répertorie surtout dans la littérature, c'est des lésions macroscopiques et microscopiques. Ici, je vous présente des macroscopiques d'abord, de la substance blanche. Donc, la substance blanche, vraiment, c'est la connectique cérébrale. C'est un peu les autoroutes du cerveau, les fibres nerveuses qui vont sous-tendre vraiment la complexification de l'aspect neurocognitif. Et donc, chez les nouveau-nés avec des cardiopathies complexes, notamment cyanogènes, on va avoir ces lésions avant l'opération. À peu près 40% des nouveau-nés avec ce type de cardiopathie vont présenter des lésions de la substance blanche, notamment au niveau de la région périventriculaire. C'est très, très caractéristique, très similaire à ce qu'on observe chez les grands prématurés. Donc, vraiment au niveau des ventricules latéraux, ça peut être très marqué, ça peut être assez focal, mais globalement, ça touche cette aire-là. Et puis, on va avoir une aggravation un petit peu pour 20% des enfants qui vont présenter des lésions après la chirurgie. Alors, quelque chose quand même de rassurant, c'est que là, ce que je vous montre, c'est des données publiées en 2004. Et depuis plus d'une dizaine d'années, on a vu quand même une amélioration du pronostic néonatal. Donc, on a quand même des pourcentages qui restent quand même supérieurs à ce qu'on pourrait détecter voilà, dans la population générale, mais qui ne sont pas aussi alarmants que ça. Donc, voilà. Mais ça reste, je pense, un point des vulnérabilités. Et donc, pour certains de ces enfants, notamment les cardiopathies les plus complexes, on va parler même de leucomalacie périventriculaire, qui est un type de lésion de la substance blanche qui va altérer vraiment la connectique des zones extrêmement importantes, comme par exemple l'hippocampe, l'amygdale,
et la connectivité avec tout ce qui est les réseaux frontaux et préfrontaux. Donc voilà la comparaison d'un cerveau d'un nouveau-né né à 28 semaines d'âge gestationnel sans cardiopathie congénitale et d'un cerveau né à terme d'un enfant avec une cardiopathie congénitale complexe qui présente aussi des lésions de la substance blanche, des caractérisations similaires au grand prématuré. Donc il y a toute une discussion, je pense, dans le domaine. Après, on peut le voir de différentes manières, mais on a beaucoup évoqué le pronostic neurologique des nouveau-nés comme en tant que l'encéphalopathie de la cardiopathie. C'est justement parce que c'est extrêmement similaire à ce qu'on observe avec les enfants prématurés. Alors, en termes d'altération neurologique en néonatal, et puis ça va se poursuivre aussi au cours de l'enfance, on va voir aussi une altération microscopique de la substance blanche. Donc, tout ce qui est la microstructure, la connectique, le métabolisme, donc c'est des marqueurs, je pense que c'est important de connaître également. C'est pas parce que vous ne voyez pas forcément des lésions objectives à l'IRM anatomique qu'on ne va pas détecter éventuellement des marqueurs de vulnérabilité aussi au niveau métabolique, au niveau microstructurel. Et donc, dans les études répertoriées, avec des techniques comme le DTI, notamment le Diffusion Tensor Imaging, qui a montré une réduction de certains marqueurs de maturité cérébrale, notamment l'anisotropie fractionnelle, qui est le marqueur finalement par excellence qu'on utilise pour voir finalement à quel niveau les fibres axonales, les fibres neuronales sont développées. Donc la directionnalité de ces fibres aussi, c'est un marqueur finalement du développement du cerveau. Une diminution de l'anisotropie fractionnelle chez les nouveau-nés indique une immaturité cérébrale. Donc, c'est ce qu'on trouve généralement de façon concomitante aux lésions macroscopiques qu'on observe en IRM. Donc voilà, en termes de ces marqueurs d'anisotropie fractionnelle, donc juste pour vous montrer un exemple d'étude, celle-ci a été publiée dans la New England Journal of Medicine en 2007, donc ça commence à dater, mais finalement, ça ne change pas énormément dans les cohortes récentes. Ça reste assez révélateur finalement de ce qu'on trouve. Si on compare ces marqueurs de développement cérébral des nouveau-nés avec une cardiopathie complexe aux nouveau-nés sans cardiopathie, on va voir que cette marqueur de maturité va toucher la plupart des aires cérébrales, au niveau frontal, par exemple, au niveau postérieur de la substance blanche. On va voir cette diminution, donc la différence, cette diminution aussi globale pour les groupes avec une cardiopathie. Donc, on n'est pas dans un point d'immaturité précis dans les cerveaux, on est vraiment dans quelque chose de plutôt diffus au niveau néonatal. Donc voilà, ce qui est supposé dans les cardiopathies complexes, notamment cyanogènes, c'est qu'on va avoir par rapport aux conditions normales de développement, on va avoir une diminution des volumes cérébraux en termes qui commence in utero, avec cette altération de la circulation fœtale qui est aussi présent et qui affecte aussi l'irrigation cérébrale, l'oxygénation cérébrale, qui va donc affecter la maturation dendritique, la maturation neuronale, et par conséquent, qui va affecter bien sûr cette croissance cérébrale. Alors jusqu'à là, est-ce que vous avez des questions, de choses qui ne vous semblent pas claires? Oui. Oui. Sur le TTI, c'est une sorte de temps sur l'IRM. Oui, c'est des séquences en fait qui vont, c'est par spectroscopie en général, c'est des séquences qui vont mesurer les conductivités d'eau. En fait, c'est les marqueurs principaux. Et après, on va avoir plusieurs indicateurs. Donc, on a l'anisotropie fractionnelle, on a la diffusivité, diffusion speed,
Et puis d'autres marqueurs, donc les ratios en fonction du métabolisme cérébral. Je ne sais pas s'il y a des questions sur Zoom, je ne vois pas. Non, là, s'il y a des questions sur Zoom, mais quand on pose, eux, ils les entendent pas. Ah oui, bien sûr, merci. Oui, donc la question était de savoir, de préciser un petit peu sur la technique de l'UTI. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans les facteurs de risque plus élevés, il y a la chirurgie de l'enfant. Mais les anomalies fétales liées à la gravité de la cardiopathie, notamment chez les cardiopathies, par exemple, un RPPAT qui n'a pas forcément d'anomalie du flux, mais qui va avoir une chirurgie néonatale, va peut-être moins de risque de troubles neurodéveloppement qu'une TGV. Pourquoi ça rentre pas dans le... Alors, la question c'est de savoir si toutes les cardiopathies complexes, c'est ça, qui vont avoir pas forcément une altération de l'hémodynamique fétale, mais qui vont avoir ensuite une chirurgie cardiaque, vont être altérées de la même façon que celles qui ont les deux finalement. Alors, je n'ai pas, pour l'instant, je dirais, je n'ai pas la réponse. On n'a pas encore suffisamment de recul dans les investigations pour savoir réellement différencier, si vous voulez, ce qui pourrait plus relever de la partie fétale ou plus relever de la partie néonatale. Je pense qu'il faut voir ça comme une accumulation de facteurs de risque où, théoriquement, oui, un enfant qui commencerait à avoir un risque hémodynamique in utero serait plus à risque ensuite de présenter des troubles. Oui. Ceci dit, il y a des facteurs qui vont mitiger un petit peu ce risque et on va le voir juste après en termes de prise en charge, en termes d'autres choses qui vont venir se rajouter ou s'enlever justement pour permettre à l'enfant de s'en sortir un petit peu mieux. Donc malheureusement, je n'ai pas de réponses claires à ça parce qu'on n'a pas encore les datas. On sait que la plupart des études faites sur les in utero, en tout cas, ont inclus des fœtus avec des diagnostics type TGV, hypo-VG, donc avec des altérations hémodynamiques in utero. Très bien. Donc, on va continuer du coup avec le phénotype neurocognitif cette fois-ci. Donc, on va aller un peu moins dans la biologie, un peu plus dans la clinique. Qu'est-ce qu'on observe donc dans ce phénotype neurodéveloppemental? Il y a 2 messages. Oui, je répondrai à la question sur Zoom juste après. C'est une question, à mon avis, qui va ouvrir le débat. Très bien. Donc, le timing on appelle ça les atypicalités. Peut-être que c'est un terme plus adapté puisque parfois on parle de retard, parfois on parle de trouble, parfois on parle d'un développement atypique. Je dirais que c'est plutôt un développement atypique qui finalement ne débouche pas forcément sur des troubles. Voilà. On va mieux comprendre la nuance, je pense, dans les prochaines diapos. Donc, ces diapos-là est vraiment, je pense, très importante, c'est définir le timing. Définir le timing de ces problèmes de neurodéveloppement est très important parce que, encore une fois, on ne peut pas se contenter de faire un diagnostic ou un dépistage d'un bébé ou d'un enfant de 3 à 5 ans à l'entrée à maternelle, par exemple, parce qu'on va louper plein de choses après. Il y a un ordre d'apparition de ces troubles neurodéveloppementaux. Il y en a qui apparaissent un petit peu plus tôt, il y en a qui apparaissent un petit peu plus tard dans le développement. Et comme je vous disais, même à l'adolescence, on doit faire un suivi de ces patients parce qu'il y a des choses qui ne se manifestent pas avant, tout simplement. Donc voilà, il faut une vigilance, je dirais, continue, aussi bien que vous regardez le facteur de risque, que vous faites des check-ups au niveau cardiaque, même tout au long de la vie, hein, c'est recommandé. C'est recommandé également de pouvoir offrir l'opportunité aux patients de faire ces suivis. Excusez-moi, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Donc, au niveau de phénotype neurologique des tout petits, donc là, on montre vraiment les enfants de moins d'1 an, plutôt entre 6 mois et 9 mois. On fait une évaluation neurodéveloppementale. Ça, c'est une étude que nous avons
réalisé avec mon ancienne équipe à Boston sur plus d'une centaine d'enfants opérés en période néonatale, donc vraiment ce que j'appelle critical CHD, donc vraiment très avec un pronostic vital engagé, bien sûr, donc TGV, d'autres types de cardiopathie de cette catégorie. Et un examen neuropédiatrique a été fait avec un neuropédiatre qui observait donc le développement des enfants, qui cotait différents domaines du neurodéveloppement. Et les résultats ont montré qu'il y a à peu près 80% des enfants qui présentaient un type d'anomalie au niveau moteur. Alors, c'est très important. Je voudrais quand même signaler une nuance, c'est différents niveaux. Donc, on n'est pas, encore une fois, en train de parler du handicap forcément lourd. Il peut y avoir des variations qui sont légères, donc des enfants qui ont un petit peu de retard dans l'acquisition de la marche, qui ont un petit peu de retard en termes de motricité fine, par exemple. Ce n'est pas extrêmement grave en soi. Ce qui est grave en soi, ce n'est pas les prendre en charge. Parce qu'après, encore une fois, on va voir cet effet en cascade. Plus on laisse l'enfant sans intervention, sans remédiation. En termes de statut mental, donc ça c'est plus le fait si le bébé est alerte, s'il répond aux stimulations, s'il comprend des consignes très simples, s'il est socialement engagé. Donc ça c'est vraiment un autre aspect de l'examen. On a 49% qui présentent ce type de problème. Et puis, on a relevé un certain nombre d'anomalies au niveau des nerfs crâniens, au niveau un petit peu moins de l'équilibre du cérébellum, par exemple, ce qu'on appelle les fonctions de ces types-là. Le réflexe, 30%, mais alors c'est surtout combiné avec d'autres types de problèmes. Donc, le message, c'est on peut voir ça très tôt et il faut justement voir ça très tôt pour justement proposer aux familles quelque chose qui permettra d'améliorer la courbe. C'est vraiment dans l'optique de la prévention. Ensuite, en termes de neurodéveloppement, quand les enfants sont un petit peu plus grands, donc là, ça a été fait pour des enfants qui sont entre 1 an et 2 ans. Donc, on propose des questionnaires aux parents et on teste aussi ces fonctions-là avec le bébé, avec l'enfant. Et on arrive à voir détecter en tout cas des problèmes, des raisonnements, de résolution de problèmes très simples. Hein. Bien sûr, ce n'est pas des choses extrêmement complexes, mais qui nous donnent un indice finalement de comment les fonctions cognitives commencent à se mettre en place. Tout ce qui est développement social, développement dans la relation, donc l'identification des problèmes de type autisme, des choses comme ça. Donc ça, c'est très important à cette tâche-là. Et tout ce qui est motricité fine, motricité générale, voilà. Donc, dans cette étude, en l'occurrence, ils ont relevé le pourcentage d'enfants qui avaient un neurodéveloppement anormal. Donc, qui était, je pense que c'était moins un écart type et demi, en dessous de ce qui est attendu dans les normes du test. Et donc, on se rend compte effectivement qu'il y a à peu près 20% en fonction du domaine, hein, entre 10 et 20% qui sont franchement anormal, avec un score anormal à 8 mois. Et ce qui est important de retenir ici, c'est que ces enfants-là, entre-temps, n'ont pas reçu d'intervention. Et quand on les évalue à 12 mois, 24 mois, ces problèmes ont tendance à augmenter. Donc, on a maintenant des recommandations qui sont sorties il y a un an et demi, 2 ans, sur la prise en charge neuropsychologique des enfants, qui montrent justement une inversion de ces courbes. Donc, là, vous voyez l'impact quand même sur les parents, sur les familles. Alors, en termes de neurodéveloppement, quand on avance un petit peu dans l'âge, donc là, on va parler des enfants d'âge préscolaire. Et je voudrais parler de cette étude-là qui est vraiment une étude, je pense, princeps en termes épidémiologiques en France et même au niveau mondial, puisqu'on a très, très peu d'études en population. Ça, c'est l'étude EPICARD.
qui regardait le devenir des enfants avec une cardiopathie congénitale diagnostiquée donc, in utero et qu'on a suivi à plusieurs moments du développement. Donc là, je vous montre les données à 3 ans. Actuellement, donc, il y a des données aussi à 8 ans, mais globalement, c'est assez représentatif de ce qu'on a trouvé. À 3 ans, donc un groupe de plus de 400 enfants avec une cardiopathie isolée, donc pas de syndrome génétique associé, on a vraiment isolé cette sous-population. Et ce qu'on a détecté dans ces groupes-là était que près de 50% quand même ont un neurodéveloppement strictement normal. Quand je dis strictement normal, c'est qu'il y a un quotient intellectuel, donc un QI, normal, et puis qu'on n'a pas détecté à 3 ans de problèmes autres dans les tests que nous avons pu faire, dans les questionnaires parentaux, etc. Donc ça, c'est rassurant quand même pour 45%. Cependant, on a 37% qui, malgré un QI normal, donc un quotient intelligence normal, vont présenter certains troubles de neurodéveloppement, ce qu'on appelle spécifiques. Et je pense que c'est très important, je pense, de bien insister sur cette différence parce que le QI ne fait pas tout. En fait, on a cette croyance que si un enfant a un QI normal, il est intelligent, très bien, on ne s'en préoccupe pas et tout ira bien. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas, surtout dans cette population, où on va voir certains déficits, notamment d'attention, au niveau social, au niveau de la mémoire, qui vont commencer à émerger à 3 ans. On aura aussi des enfants, et ça c'est un petit peu plus comparable à ce qu'on observe en population générale, environ 12% vont présenter un retard intellectuel. Donc là, ça va toucher les QI. 6% vont présenter un retard intellectuel très important. Donc, moins 2 écarts types en dessous de ce qui est attendu dans les normes des enfants tout bénins. Donc, ça reste un petit peu supérieur à la normale, on va dire, mais c'est pas, je dirais, c'est pas tellement ces pourcentages-là qui m'inquiètent particulièrement. Ce qui m'inquiète plus, je pense, c'est près des 40%. Finalement, que si on fait un test général de dépistage, on ne va jamais les dépister. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien faire la distinction en termes de QI et en termes d'examen neurodéveloppemental complet. Donc c'est ce que je vous disais ici. Donc c'est vrai que le QI, c'est un indicateur, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est en gros, vous faites un dépistage pour voir si, grosso modo, ça va bien. L'enfant peut suivre une scolarité, tout va bien. Le QI, encore une fois, c'est la somme d'un certain nombre de domaines au niveau neurologique. Si on regarde en détail, on fait un zoom sur chaque de ces capacités neurologiques, on va se rendre compte que c'est là, finalement, où il y a la vulnérabilité. Et c'est ça qu'il faut traiter. Alors, justement, en termes de spécificité, on va dire, neurologique dans ces groupes, on a identifié un pattern, on va dire, des choses qui sont assez récurrentes, qu'on voit surtout dans les cardiopathies congénitales. Et j'ai envie de dire, c'est très similaire aussi quand même à ce qu'on voit dans la population des grands prématurés. Donc, on voit toujours, vous voyez, cette similarité aussi en grandissant. Et on va détecter souvent des troubles visuospatiaux. Donc, les troubles visuospatiaux, c'est des capacités que les enfants commencent à avoir, bien sûr très tôt, mais tous, à pouvoir se repérer dans l'espace, à pouvoir comprendre l'organisation spatiale, les rotations mentales, des choses comme ça, qui vont nous permettre de faire, après à l'école, des maths, par exemple, la géométrie, tout simplement à s'orienter. Voilà, donc vous voyez quand même l'importance de ces domaines de la vie quotidienne. Et on peut évaluer ça d'un point de vue neuropsychologique en proposant des tests qu'on compare aux normes standardisées qui vont mesurer la capacité de l'enfant à pouvoir faire ce type de choses. Donc, dans l'occurrence ici, c'est la fameuse, pour nous en tout cas en neuropsychologie, la figure de Ray, ce qui est une figure qui n'a pas de signification particulière, mais qu'on montre à l'enfant et on demande de la recopier dans un premier temps. Et ensuite, on demande de la recopier des mémoires. Donc, vous voyez, il faut qu'il puisse retenir un certain nombre d'organisations spatiales,
pour pouvoir le reproduire. Ça, c'est typiquement ce qu'on observe pour un enfant de CE1, plus ou moins. Évidemment, il y en a qui sont plus forts que d'autres, mais ça, c'est globalement normal. Voilà en général ce qu'on observe pour des enfants avec une transposition du gros vaisseau. Encore une fois, une moyenne. Ça, c'est assez révélateur. Donc, tous ne vont pas présenter ce type de résultats, bien sûr. Mais c'est la tendance. C'est-à-dire qu'on va avoir cette désorganisation visuospatiale dans ce type de test qui est extrêmement simple, mais que vous pouvez objectiver très facilement ce type de problème. Alors, quelque chose également qui est très important dans le pronostic neurodéveloppemental, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ça, vous allez, je pense, si le neurodéveloppement des enfants avec une cardiopathie vous intéresse, vous allez beaucoup entendre parler des fonctions exécutives, parce que c'est comment dire, une base, une sorte de commun dénominateur qui va être présent dans la plupart des cardiopathies congénitales. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé un petit peu avec ce que c'est les fonctions exécutives ou pas du tout. Okay. Non, c'est pas grave. Les fonctions exécutives, en fait, c'est des capacités des hauts niveaux, au niveau cérébral, qui sont sous-tendues par des aires préfrontales. Donc, en gros, c'est des capacités d'attention, des concentrations, des planifications et d'organisation. Donc, en gros, si par exemple, vous imaginez les fonctions exécutives comme la tour de contrôle d'un aéroport. En gros, ça gère les sorties, les entrées, ça prévient, ça garde en mémoire un certain nombre de trajets, etc. Donc, c'est exactement ça. On va parler de capacité d'inhibition, donc tout ce qui est la capacité de contrôler les choses, contrôler son comportement, contrôler son attention, de la mémoire de travail, donc retenir des informations, travailler avec des informations en mémoire, et la flexibilité cognitive, donc passer d'une chose à l'autre. Donc, par exemple, typiquement dans un trouble de neurodéveloppement de type autisme, on parle beaucoup des flexibilités cognitives puisque les enfants restent scotchés à une activité. Ils ont du mal à se dégager de cette activité pour passer à une autre. Donc, voilà, toutes ces capacités-là sont sous-tendues par des réseaux. Donc, la substance blanche est extrêmement importante pour le développement normal de ces capacités. Et ce qu'on observe en consultation quand on reçoit des parents avec des enfants en âge scolaire avec des cardiopathies, c'est très souvent des problèmes liés à ça. Par exemple, ils me disent, en fait, il oublie ses affaires à l'école tous les jours. Alors, bien sûr, quand on a 4 ans, 5 ans, ça peut arriver, c'est normal, c'est normal. Mais quand ça arrive à 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est là, finalement, on commence à dire, finalement, ce n'est pas tout à fait normal. Ou par exemple, des enfants qui ont du mal à retenir des informations, des instructions, même s'ils les comprennent. Ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question tout simplement de mémoire vive quelque part. Donc, ils ont du mal à les retenir. Contrôle de l'impulsivité. Donc, si vous voyez des patients, par exemple, qui disent il a du mal à attendre son tour, il a du mal à ne pas interrompre quand on parle, ou des choses comme ça. Donc, ça, voilà, il y a un spectre. Il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui, malheureusement, si ça dépasse la fréquence, ce n'est pas normal. Pareil pour la flexibilité cognitive, ce que je vous disais, donc des enfants qui restent très rigides dans leur façon de réfléchir, leur façon de penser. Donc ça, c'est quelque chose qui est rapporté par les parents, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut objectiver en examen. Alors en examen neuropsychologique, on fait un ensemble de tests qui vont nous permettre de situer l'enfant par rapport à son groupe d'âge, par rapport à la norme attendue dans la population. Donc ici, c'est les résultats des fonctions exécutives d'un groupe d'enfants avec une transposition des gros vaisseaux que j'ai vu à l'époque, donc c'était en 2010-2009. Donc c'est sur une cohorte française des Necker. Et nous avons montré que les enfants avec une TGV avaient des performances significativement inférieures au groupe contrôle. Ça concerne à peu près 50 à 70% des enfants avec une transposition des gros vaisseaux.
comment dire, la sévérité de ces troubles-là sont variables. Donc ça, il faut quand même voilà, tous, pas que vous vous attendiez, si vous voulez avoir le tableau clinique sévère, forcément. Il peut y avoir des variations des degrés. C'est pour ça que l'examen, on va dire, spécifique est tellement important parce que sinon, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Alors, concomitant finalement aux fonctions exécutives, on va parler des troubles de l'attention. Donc, les fameux TDAH, dont on parle beaucoup hein, quand même en termes de diagnostic. On se pose beaucoup des questions. Est-ce qu'on propose un traitement pharmacologique? Est-ce qu'on propose autre chose? Donc, c'est quelque chose qui, déjà dans la population générale, on a vu une augmentation hein, dans les troubles d'hyperactivité. Dans les cardiopathies congénitales, on a à peu près le double du risque d'être diagnostiqué avec un TDAH. Donc là, c'est des données, ce que vous voyez ici, c'est des données rétrospectives en population qui ont été obtenues des cohortes à Taïwan, un groupe qui a fait un travail vraiment exhaustif sur les taux de diagnostic d'une cohorte qu'ils ont suivi pour plusieurs années. Et là, vous voyez donc le taux, ce qui s'appelle disease-free rates, donc les taux de sans diagnostic. Donc les enfants qui finalement ne sont pas diagnostiqués. C'est une courbe de survie ici. Vis-à-vis d'un groupe contrôle, et ça, c'est le groupe avec cardiopathie congénitale. Donc, plus c'est bas, plus ça descend, finalement, plus ça veut dire que les enfants ont été diagnostiqués puisqu'ils ne sont plus disease-free. Là, l'écart est très important au fur et à mesure que les enfants sont plus grands. Forcément, il y a plus d'occasions de pouvoir diagnostiquer des problèmes. Et on a un adjusted hazard ratio, donc un ratio de 2,5, ce qui est à peu près 2 fois supérieur de risque, en termes de risque, par rapport à un groupe général. Un groupe Alors, ce qu'on voit chez les enfants, en termes d'attention et fonction exécutive, on va les repérer aussi chez les adolescents. On a quelques études qui sont beaucoup moins nombreuses, je pense, en termes de l'adolescence et l'âge adulte. Mais cette étude-là, je pense, c'est très intéressante. C'est une cohorte suisse qui a suivi des adolescents avec des cardiopathies complexes, qui les a comparés avec un groupe contrôle sans cardiopathie, matché, bien sûr, entre âge, sexe, etc. Et qui a fait tout un ensemble de tests neurodéveloppementaux et aussi des tests en termes neurologiques. Donc, voir est-ce que ça corrèle finalement avec ce qu'on voit au niveau du cerveau. Et la réponse est oui. Donc, on a cette altération de la substance blanche qui est aussi observée pour les adolescents. Donc, les zones en rouge, c'est là où finalement vous avez des différences significatives en termes de maturation cérébrale. Ici, c'est les réseaux. On trouve toujours ces marqueurs de fractional anisotropy, donc l'anisotropie fractionnelle qui est plus basse dans les groupes avec une cardiopathie congénitale par rapport à un groupe contrôle. Et quand on regarde, donc là, c'est grosso modo des résultats similaires, même si force moins importante, mais on voit aussi toujours ces différences chez l'adulte. Et on a surtout la corrélation avec la performance exécutive. Donc, si l'enfant ou l'adulte ou le jeune adolescent présente une baisse au niveau de la performance neurocognitive en test, il est probable qu'au niveau cérébral, il y a aussi cette baisse des marqueurs de maturité, comme vous voyez ici. Donc, l'anisotropie fractionnelle est corrélée à la performance exécutive des patients. Alors, jusqu'à là, est-ce que vous avez des questions par rapport déjà ce qu'on a pu voir? Ça va? Okay. Je regarde juste sur Zoom s'il n'y a pas de choses. Non. OK. Alors, autre chose que j'aimerais évoquer dans le tableau clinique, on va dire, qu'on observe, à prendre avec beaucoup de précautions parce qu'on a beaucoup moins de données.
Donc, on a quelques données, on va dire, qui nous disent, attention, il y a peut-être quelque chose à regarder dans ces domaines au niveau social et au niveau du risque d'autisme, des diagnostics d'autisme. Alors, ce qu'il faut différencier, c'est un enfant qui a un trouble de développement social, quelques symptômes liés éventuellement qui peuvent penser à un trouble du spectre autistique, et réellement un diagnostic d'autisme. C'est pas du tout on n'est pas du tout dans la même chose, même si c'est quand même un spectre. Ce qu'on sait, c'est que les enfants avec des cardiopathies complexes vont présenter, pour 40% à peu près, une altération des relations sociales. C'est-à-dire de la compréhension sociale, par exemple, c'est mettre à la place de l'autre. Donc, comme vous voyez ici, à l'époque, on avait proposé à cette cohorte d'enfants que j'ai vu à Necker des tests de compréhension faciale émotionnelle. Alors, on voulait voir si ils arrivaient à détecter les émotions, les expressions faciales émotionnelles, de la même façon qu'un enfant qui n'avait pas de cardiopathie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup moins bons, finalement. Ils prenaient plus de temps à détecter les émotions. La détection, parfois, n'était pas correcte en termes des émotions. Ils pouvaient confondre la peur, par exemple, avec la colère, un visage indifférent. Ils pouvaient attribuer une autre émotion, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui sont très subtils, encore une fois. Donc, il faut ce type de test un peu plus poussé pour vraiment les détecter. Et qui était vu quand même pour 40% des enfants. Alors, ça, c'est une chose. Autre chose, c'est après les cas les plus graves. Donc, vraiment, quand on se dit, il y a peut-être un diagnostic d'autisme, donc oui, il y a un risque qui, pour l'instant, a été répertorié comme supérieur, donc 2 à 4 fois en fonction des populations, les populations américaines versus les populations en Asie. En Europe, c'est quand même, ça varie quand même beaucoup. Mais le message on a cette alerte qui nous dit il y a peut-être quand même quelque chose qu'on est passé à côté jusqu'à présent et qu'il faudrait investiguer. Alors, en termes de... là, c'est juste pour vous montrer effectivement une des plus grandes études qui a été menée sur une cohorte de la sécurité sociale américaine, en fait, sur des milliers de patients sur je ne sais plus combien d'années, mais en tout cas qui vraiment retrace la probabilité de recevoir un diagnostic d'autisme. Vraiment, on n'est pas dans les troubles mineurs, là c'est vraiment un diagnostic franc, selon la cardiopathie. Donc, les odds ratio ici, donc plus il va être différent de 1, plus il va être donc positif, donc la probabilité va être plus importante. Donc, pour toutes les cardiopathies, ce risque est plus élevé. En fonction des cardiopathies, on va avoir des variabilités, mais globalement, ça va rester dans un pattern supérieur à ce qui est attendu dans le cadre de 100 cardiopathies. Et ce qui est important, je pense, à retenir ici, c'est que ces résultats ont été ajustés sur des dizaines de facteurs potentiellement confondants. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait qui augmentent les risques d'autisme. On sait qu'il y a par exemple, certains médicaments qui peuvent augmenter les risques, l'âge paternel, différentes comorbidités neurologiques qui peuvent aussi augmenter un certain nombre de l'apparition des symptômes qui relèvent de l'autisme. Tout ça, ça a été ajusté dans ces modèles-là. Donc, même si on dit on met de côté tout ça et on laisse uniquement la cardiopathie, on continue à retrouver cette probabilité plus importante. Alors, ça, c'est de l'aspect neurocognitif, neurologique. Alors, il y a quelque chose que je pense est très important à dire aussi, et on a peut-être moins tendance à le faire, c'est parler de la santé mentale. La santé mentale des patients, donc là, on est dans l'aspect plus troubles psychologiques, anxiété, dépression, stress post-traumatique de ce type-là. Je dirais c'est vraiment capital parce que la santé mentale dans les populations à risque, dont les cardiopathies congénitales, est un des principaux prédicteurs finalement de la santé cardiovasculaire.
Donc, vous voyez le cercle vicieux. Donc, plus un patient va être à risque au niveau des santé mentale, plus il va être à risque aussi en termes cardiovasculaires. Donc, pour vous, aussi bien pour vous que pour nous, en termes de neuro, est vraiment fondamental. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est effectivement que ce risque est supérieur à la population générale. Donc là, c'est ce que je vous montre ici, c'est le scientific statement de l'American Heart Association. C'est pas tellement des recommandations, mais bon, c'est une sorte de revue extrêmement exhaustive de tous les articles qui étaient publiés jusqu'à présent et dire, voilà, qu'en est-il? Alors, les conclusions étaient que les enfants et les adolescents avaient 3 à 5 fois plus de risques de présenter des troubles anxieux. Donc, des troubles liés à l'anxiété, différents types de troubles. Hein. Ça peut être trouble de l'anxiété généralisée, ça peut être trouble panique, ça peut être anxiété sociale. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de déclinaisons, mais en tout cas, c'est extrêmement prévalent. La plupart de ces problèmes de santé mentale sont diagnostiqués à l'adolescence. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas une surprise, hein, parce que de toute façon, dans la population générale, la plupart des cas, quand on a des troubles diagnostiqués en psychiatrie, c'est souvent à la puberté, à l'adolescence, même si ça peut survenir avant, bien sûr, mais on a toujours cette tendance. Donc, ce n'est pas différent dans la population avec cardiopathie. Et puis, il y a aussi une très forte comorbidité entre les risques neurodéveloppementaux et les risques en santé mentale. Donc, plus un enfant va être en difficulté d'un point de vue neurocognitif, plus ça va le mettre en difficulté aussi et à plus haut risque pour la santé mentale, tout simplement. Et ça paraît tout à fait évident, puisqu'un enfant qui a du mal à s'intégrer à l'école, qui se sent finalement un petit peu largué quelque part dans sa scolarité au niveau social, forcément va avoir tendance à s'en renfermer plus, à avoir des facteurs qui vont le conditionner pour des troubles anxieux ou dépressifs. Alors, juste pour vous donner un petit peu un signal d'alarme, pour une partie de la population, ça, c'est les cas les plus sévères, j'entends. Donc, il ne faut pas peut-être penser que tous vont présenter ce type de profil. Ça concerne les enfants avec un cœur univentriculaire, donc qui ont eu une procédure de Fontan pour corriger ça. Ça, c'est une étude que nous avons faite avec une cohorte américaine de plus de 150, je crois que c'était 150, oui, 156 adolescents avec post-Fontan, qu'on a comparé à un groupe contrôle, plus d'une centaine d'adolescents à Paris en agence. Et on a voulu regarder en termes de prévalence de troubles psychiatriques diagnostiqués. Alors, aux États-Unis, on a tendance à diagnostiquer un petit peu plus, je pense, qu'en Europe, un certain nombre de choses. Donc, il faudrait pouvoir avoir la comparaison européenne, mais en tout cas, ça sert d'un peu comment dire, de wake-up call, enfin, vraiment des cours choc électrique, parce qu'on a trouvé dans les groupes avec Fontan, 65% avaient déjà reçu un diagnostic des troubles psychiatriques. Donc ça veut dire fait par un pédopsychiatre en concertation avec une équipe pluridisciplinaire, etc. Donc vous voyez, c'est évidemment, quand on a vu ça, c'est extrêmement alarmant. On se dit, la plupart de ces jeunes-là, en général, ne sont pas pris en charge. Ensuite, la plupart de ces troubles étaient surtout de l'ordre de l'anxiété. On a trouvé de la dépression, mais ce n'était pas tellement le tableau. C'est plus des troubles anxieux. Beaucoup de questionnements aussi de comment ils vivent leur cardiopathie, hein, parce que c'est des cardiopathies extrêmement complexes, plusieurs opérations, enfin voilà, il y a tout des antécédents. Mais voilà, il y a des risques aussi de présenter, comme je le disais, des troubles de l'attention avec hyperactivité, ce qui le mettent dans la partie psychiatrique, mais qui relève plus des problèmes de comportement, des problèmes de contrôle d'impulsivité, conduite à risque, ce type de choses. Donc, vous voyez, les pourcentages sont bien supérieurs à la population référente. Pour nous, ça a été vraiment un véritable choc de voir à quel point c'était important. Oui.
dans le tableau, il y a un titre oui, la schizophrénie était très, très minoritaire, honnêtement. Ça concerne très, très peu de patients. On est vraiment dans les troubles anxiété, dépression, globalement, problèmes de comportement. Oui, les psychoses, en général, c'est pas plus que dans la population générale. C'est plutôt des trucs qui permettent de fonctionner en société. Exactement, oui. Oui, oui, non, c'est écrit schizophrénie parce que c'est le nom du test qu'on a fait en termes de diagnostic psychiatrique. Voilà, donc ça, c'est un petit peu vraiment un résumé, je pense, assez... il y a beaucoup d'informations, je pense qu'il y a beaucoup de choses éventuellement à retenir en termes de tableau clinique. Jusqu'à là, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses que vous direz qu'on revoit? Là, je vais commencer à parler plus de l'étiologie. Ça va? OK. Et sur Zoom? Oui. Concernant l'autisme, oui. est-ce que l'étude que vous avez montrée était réalisée aux États-Unis a pris en compte que les patients qui ont une cardiopathie congénitale ont du coup un vécu qui est tout simplement différent du reste? Parce que dans les cas de contrôle, il y avait aussi un vécu passage par les soins, etc. Oui, donc la question est de savoir si dans l'étude sur l'autisme, la cohorte américaine en rétrospective, il y a eu une comparaison avec un groupe qui a eu également des soins lourds, par exemple, pendant l'enfance, ou juste la population générale. Donc, en fait, non, la comparaison a été faite sur la population générale, finalement. Donc, ils pouvaient ou pas avoir eu de problèmes médicaux. En fait, c'est une cohorte qui a été faite sur la base de la société, comment on appelle ça, la sécurité sociale américaine de certains États. Et donc, ils ont en gros pris rétrospectivement toutes les personnes qui avaient consulté, lesquelles avaient une cardiopathie associée à un diagnostic d'autisme ou associée à un diagnostic d'autres types de troubles, et les autres. Donc, dans les autres, effectivement, il y avait toutes sortes de cas possibles. Donc, c'est vraiment population générale versus cardiopathie. Okay. Alors, je regarde juste pour le Zoom s'il y a des choses. Non. OK. Alors, en termes de facteurs étiologiques, donc comme je disais au début, en fait, c'est extrêmement multifactoriel. On va avoir, on ne peut jamais parler d'un seul facteur, bien sûr, de risque. Hein. C'est vraiment une constellation de facteurs de risque qui vont mettre un enfant à plus de risque de telle ou telle chose. Donc, on va commencer par les facteurs génétiques. Là, vous voyez bien cet esprit-là. On commence par la génétique. Ensuite, on a tout ce qui est facteurs in utero, comme je vous avais évoqué au début. Des facteurs périopératoires, des facteurs post-opératoires qui vont venir se rajouter. Et puis enfin, des facteurs environnementaux. Il ne faut pas oublier que l'enfant grandit dans un milieu, hein, dans une famille, avec des ressources plus ou moins différentes en fonction des cas, et qui donnent accès ou pas aux soins. Donc ça, c'est aussi une question fondamentale. Alors, en termes génétiques, je ne vais pas vous faire tout le catalogue, évidemment, il y a énormément de littérature maintenant qui commence à apparaître sur ce thème-là. Et en dehors des syndromes, parce que là, on n'est pas dans le cadre du syndrome génétique, là, on est dans le cadre finalement des cardiopathies isolées pour lesquelles on n'a pas détecté des problèmes chromosomiques. Donc là, on a un certain nombre de pistes, notamment des altérations génétiques qui vont affecter les cœurs, mais qui vont affecter aussi les cerveaux. Et là, dans le cadre notamment de l'apolipoprotéine E, donc ApoE, qui est un régulateur du cholestérol, hein, du métabolisme du cholestérol dans le corps et puis bien sûr dans les cerveaux. C'est un génotype qui a été étudié beaucoup en termes de récupération neuronale. Donc, certains allèles, enfin les epsilon 2, 3 ou 4 en fonction, va être impliqué dans différents rôles de récupération suite à une ischémie, suite à une hémorragie cérébrale ou même un choc, par exemple,
on trouve qu'il y a certains patients qui récupèrent plus vite que d'autres, et c'est en fonction du ApoE. Alors, pour les cardiopathies congénitales, on a quelques études qui ont été développées avec des enfants qui avaient une cardiopathie congénitale isolée, donc plus de 240 patients, dans l'occurrence, dans cette cohorte-là, qui a été vue à l'hôpital pour enfants de Philadelphie, et pour lesquels ils ont étudié si le type de génotype ApoE avait un rôle dans le neurodéveloppement. Alors, ils ont ajusté selon différents facteurs, l'âge gestationnel, l'âge d'opération, le sexe. Aux États-Unis, on parle beaucoup de race, de groupe ethnique, de statut socio-économique, du type de malformation, utilisation ou pas de la CEC. Bon, voilà. Vous imaginez tous les facteurs finalement qui sont rentrés dans les modèles statistiques pour contrôler tout ça. Et ils ont retrouvé effectivement une association entre le ApoE epsilon 2 et l'association avec le score psychomoteur de développement à l'âge de, là c'était à 1 an. Donc, comme vous voyez ici dans cette graphique-là, là, ça va être les scores psychomoteurs. La moyenne, c'est 100, donc avec un écart type de 15. Là, c'est ce qui est attendu dans la norme. Voilà, ça, c'est en général. Donc, vous voyez, l'ensemble des groupes, en fait, en fonction du génotype, était quand même inférieur à la norme. Mais la différence était beaucoup plus marquée pour le 2, enfin pour l'epsilon 2, qui montrait effectivement une réduction significative des scores neurodéveloppementaux. Voilà, donc ça c'est une piste. Ça a été confirmé dans d'autres cohortes en termes on va dire, de prédiction du risque neurologique si on connaît le ApoE du patient. Oui, tous avaient une cardiopathie congénitale. Les 200. D'avoir cet allèle epsilon 2 plus souvent dans la cardiopathie congénitale que dans Non, pas forcément. Non, c'est juste l'investigation intragroupe, en fait, qui a montré que cet allèle était associé davantage à un risque neurodéveloppemental. Après, donc, le risque in utero, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui commence à être répertorié de façon plus systématique. Donc là, je vous présente une étude que nous avons publiée l'année dernière sur l'association entre le développement cortical in utero et le neurodéveloppement à l'âge de 2 ans. C'est une cohorte d'à peu près plus de 250 patients que nous avons vus à Boston. Et les résultats nous montrent que le volume cérébral fœtal au cours du début du 3e trimestre de grossesse va expliquer à peu près 20% de la variance, donc 20% de variation dans les outcomes neurodéveloppementales. Ça veut dire que plus on détecte une immaturité cérébrale avec un volume cérébral plus faible in utero pour les enfants avec une cardiopathie complexe, plus on va avoir un risque que l'enfant finalement performe beaucoup moins bien par rapport au reste du groupe. Donc là, par exemple, dans ces graphiques-là, là, vous avez les résultats moteurs et les résultats du comportement adaptatif. La comparaison entre un groupe, donc le groupe avec une cardiopathie, comparé à un groupe contrôle qui a été scanné aussi en in utero pour comparer les volumes cérébraux et comparer le neurodéveloppement. Et là, vous voyez que plus le volume cérébral est important, plus les scores seront meilleurs finalement dans le groupe avec une cardiopathie congénitale. Et c'est la même tendance pour d'autres domaines neurodéveloppementaux, notamment le comportement. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, assez intéressant parce que quand on voit dans les études, on dit en général, on arrive à prédire aux alentours de 5-10% de la variance, grosso modo, en fonction des techniques intraopératoires. Là, on arrive à prédire près de 20%.
qui honnêtement, d'un point de vue statistique, c'est vraiment énorme. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, il faut retenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on observe cette diminution des volumes corticaux dans les cardiopathie complexes cyanogennes, par exemple? Alors, encore une fois, je pense qu'il ne s'agit pas de comprendre tous les mécanismes, mais comprendre quelques hypothèses. Alors, une des hypothèses qui semble, je pense, intéressante aujourd'hui, et il faut faire plus de recherches, malheureusement, on n'a pas assez de recul, mais c'est le lien placenta-cœur-cerveau qui semble être une bonne piste. Donc, on sait que dans les cardiopathie congénitale, il y a une réduction du poids du placenta, qui a aussi un certain nombre d'anomalies du placenta en termes d'hémorragie, d'infarctus, de thrombose, en termes d'identification dans le placenta, et qui sont associés également à cette diminution de l'oxygène cérébral in utero. On ne sait pas, pour l'instant, je vous dis, on ne sait pas du tout si ça va se manifester dans le tableau clinique que l'on voit aujourd'hui. On n'a pas encore la réponse. Mais en tout cas, je vous le présente quand même parce que je pense que ça peut être une façon de comprendre finalement aussi pourquoi on observe cette variabilité aussi importante dès la période prénatale. Alors, après, je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement sur les autres facteurs. Donc, en termes périopératoires, donc, les facteurs des risques sont multiples, bien sûr. Vous imaginez le contexte des prises en charge intra- et en post-opératoire. On s'est beaucoup posé la question sur l'utilisation de la CEC, de la technique de la CEC. Est-ce que ça joue, est-ce que ça ne joue pas? Alors, la réponse n'est pas si franche que ça, mais on sait que ça a joué beaucoup dans les anciennes cohortes. Donc, on a des études à partir de 95, là, par exemple, dans les études-là, qui a suivi des nouveau-nés avec une TGV, une transposition des gros vaisseaux, d'ex-transposition des gros vaisseaux, et qui a comparé finalement la durée d'arrêt circulatoire en hypothermie profonde versus pas hypothermie profonde, donc low flow CPV. Et les conclusions étaient assez unanimes, hein, c'est-à-dire que plus la durée des circulations d'arrêt circulatoire est importante, plus les scores neurocognitifs vont diminuer. Donc, il y a un risque associé à cette durée. Ce n'est pas tellement l'utilisation de la technique, c'est la durée de cette technique qui va jouer un rôle dans le neurodéveloppement. Pareil, la probabilité d'anomalies neurologiques détectées par un examen neurologique au néonatal va être supérieure, plus ça va durer en termes d'arrêt circulatoire. Et la tendance est la même que l'enfant ait ou pas une CIV associée. Donc, ces résultats ont été confirmés quand les enfants étaient plus grands, donc à 4 ans, à 8 ans. Et prochainement, on va avoir les résultats des adultes, donc, qui montrent effectivement, c'est toujours la même tendance. Donc, plus ça dure longtemps, en gros, plus finalement il y a des risques neurologiques, mais ça paraît intuitif. Mais effectivement, encore une fois, ce n'est pas tellement l'utilisation de la technique, c'est la durée. Alors aujourd'hui, justement, le shift qu'on a vu dans la littérature, c'est que ces techniques, finalement, le type hypothermic circulatory arrest n'est plus vraiment associé aussi fortement, en tout cas, aux troubles du neurodéveloppement. Donc, on peut supposer qu'il y a une amélioration en 20 ans, bien sûr, de la technique chirurgicale, de la neuroprotection. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Plus on fait des stratégies de neuroprotection en intraopératoire, en suivi et aussi au post-opératoire, plus on va avoir finalement une diminution de ces troubles neurodéveloppementaux et moins de poids de l'aspect intraopératoire. Alors, on a aussi des facteurs post-opératoires qui vont venir se rajouter à l'équation, hein, évidemment.
Ça peut être cumulatif, ça peut être interactif, comme je vous disais, donc à surveiller. Donc, les risques d'hypoxémie. Donc là, je voulais lister un petit peu ce qui semble important, en tout cas dans les pronostics. La durée d'hospitalisation. Alors là, ça, c'est quelque chose qui est composite, mais qui est franchement très, très fortement associé au pronostic. Plus de 2 semaines d'hospitalisation en post-opératoire après la chirurgie cardiaque, notamment au néonatal, on va avoir vraiment une courbe extrêmement élevée des troubles neurodéveloppementaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'hospitalisation? Tout ce qui va se rajouter, forcément plus des complications, plus éventuellement des réopérations qui doivent se faire, enfin voilà, des facteurs psychologiques. Je pense qu'il ne faut pas oublier, avec les parents, par exemple la séparation, plus de séparation avec les parents, des problèmes d'attachement émotionnel. Donc, voilà, c'est vraiment, encore une fois, une constellation de difficultés qui viennent se rajouter. Les problèmes d'infection, des convulsions, voilà, des enfants qui, vous voyez, forcément, qui ont beaucoup plus de complications de façon non surprenante, vont avoir aussi plus de difficultés neurologiques. Donc, ce que je vous disais là, donc la durée d'hospitalisation après l'opération, la première opération, a une influence fondamentale et même au-delà de la période néonatale. À 8 ans, on la voit, à 15 ans, on le voit, même à l'âge adulte, on la voit. Donc, ça joue sur le QI, ça joue sur l'aspect verbal, sur l'aspect visuospatial. Donc, c'est un bon, si vous voulez, il faut le prendre comme un marqueur. Si vous voulez stratifier vos patients, par exemple, on dit plus l'opération, le nombre de jours que le patient a été en hospitalisation, voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous indiquer sur bien celui-là, il faut peut-être le suivre avec un peu plus d'intensité. Il y a aussi des facteurs qui vont médier. Donc, tout ne se joue pas in utero, tout ne se joue pas en intra-opératoire ni en post-opératoire. Des choses comme les facteurs socio-économiques sont extrêmement importants. Et j'insiste vraiment sur les extrêmement parce que ça a un pouvoir des médiateurs. Donc, un enfant qui a eu un parcours chirurgical très compliqué, si on fait en sorte qu'il y ait un accès aux soins, qu'il y ait un dépistage précoce, qu'il y ait une mise en place d'intervention précoce, honnêtement, on va voir la courbe de développement. Si ce n'est pas inversé, en tout cas, c'est stabilisé. Et ça, c'est vraiment capital parce que je ne veux surtout pas que vous partiez avec l'idée qu'on ne peut rien faire. C'est au contraire, on peut tout, on peut tout essayer, en tout cas, de mitiger et d'améliorer. Donc, dans l'occurrence ici, les facteurs socio-économiques va être fortement prédictif du niveau du QI de l'enfant. C'est quelque chose qu'on le voit en population générale, donc plus les niveaux socio-économiques et éducatifs des parents est élevé, plus moins finalement on va avoir des difficultés. Mais alors, ce n'est pas en soi combien d'argent finalement on a, c'est combien finalement on peut mettre au profit de l'enfant en termes d'identification, d'accès aux soins. Et j'ai envie de dire, si ça vous intéresse en termes de recherche, il y a tout à développer en France parce qu'on n'a pas énormément de comparaison avec les cohortes qui ont été faites aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, les systèmes de soins est très différent. Donc, il n'y a pas une sécurité sociale universelle. Tout dépend des assurances. Donc, l'accès aux soins est très différent. En France, c'est l'accès universel aux soins. Ce qu'on peut espérer quand même pourrait éventuellement diminuer un peu le risque. Donc, ça reste à prouver. Mais en tout cas, à garder en tête, c'est quelque chose qui va nous permettre de modérer les effets délétères biologiques en termes de neurodéveloppement. Alors, le message qu'il faut retenir, je pense, il y a quelques minutes avant l'intervention du parent d'enfants avec cardiopathie. Le message à retenir ici, je pense, essentiellement, il ne faut pas que vous disiez les QI ou les scores de neurodéveloppement général fait tout. Dans les cardiopathies congénitales, justement, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Parce que si vous vous arrêtez là, vous n'allez rien trouver et vous allez faire répartir un enfant, finalement avec plein de soucis que vous n'allez pas voir.
Donc, il faut considérer comme un indicateur général et puis il faut aller proposer un examen beaucoup plus complet qui va nous permettre finalement d'identifier réellement ce qui pose problème. Donc, les développements atypiques des fonctions exécutives, les développements de la cognition sociale, les développements émotionnels, toutes ces choses-là ne peuvent pas être vues juste avec un examen de QI ou juste avec un examen pédiatrique. C'est techniquement impossible. Donc, les problèmes graves, on va dire, c'est des sévérités très importantes, comme les troubles du polyhandicap ou les troubles sensoriels, tout ça, sont très rares dans les cardiopathies isolées. Donc, on n'est pas dans cette, on va dire, dans ce domaine du handicap lourd pour la majorité des enfants avec cardiopathie congénitale. J'ai envie de dire que ce sont des enfants qui sont intelligents, honnêtement. Quand vous les voyez, vous ne voyez pas forcément ce type de handicap, mais on parle d'un handicap invisible. Donc, un handicap qui va ne se manifester pas de façon forcément conventionnelle, mais qui va porter atteinte au processus d'apprentissage, de la scolarité, de suivi de l'enfant. Et puis après, bien sûr, de la qualité de vie. C'est un enfant qui ne va pas bien à l'école, qui ne sait pas se faire des copains ou autre. C'est un enfant, malheureusement, qui va avoir une qualité de vie moins importante que le reste. Donc, voilà, donc la symptomatologie est subtile. On appelle beaucoup, on dit beaucoup les cardiopathies congénitales, c'est ce qu'on appelle le soft sign neurology. C'est vraiment subtil. Il faut, j'insiste encore une fois sur ça, parce que on ne rendrait pas un service finalement aux parents de leur dire tout va bien, que de leur dire on va suivre votre enfant, on va vous accompagner. S'il n'y a rien, il peut être qu'il n'y a rien, hein, il y a des enfants qui n'ont absolument rien. Très bien, c'est parfait, mais les enfants bénéficient de ces suivis plutôt que de les laisser partir et dire tout ira pour les mieux et puis laisser se débrouiller. Voilà. Donc, quel est le rôle du cardiologue? Donc, le cardiologue que vous êtes et que vous serez, je pense, vous êtes déjà, sera vraiment crucial dans le dépistage de l'enfant. Donc, on dit comment on fait, quand on le fait. Il faut commencer le plus vite possible. Il faut commencer vraiment le plus tôt possible, dès la période prénatale, avec le conseil prénatal aux familles. Donc, encore une fois, je pense qu'il y avait la question sur le forum ici. OK. Oui, je vais répondre à la question de Zoom dans une minute. Il ne s'agit pas d'alarmer la famille en disant, voilà, il y a forcément des problèmes, il y aura forcément des choses. Non, 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 ce n'est pas du tout dans cette optique-là qu'on doit le faire. Il faut, je pense, que le tourner de façon positive dans les suivis, l'intégrer dans les suivis de l'enfant. Comme vous dites aux patients, vous allez avoir un suivi pendant l'enfance, des périodes clés, par exemple, voir comment ça va les pleurs, comment ça va, etc. Est-ce que vous êtes hypertendu, est-ce que vous n'êtes pas hypertendu? Tout ça, je pense qu'il faut le considérer dans un suivi, dans sa globalité. Nous disons, voilà, nous nous intéressons à votre enfant dans son ensemble. C'est pas on va voir pas que le cœur, hein, on va voir son développement. Et c'est dans ces contextes-là qu'on doit l'amener aux familles. Après, la question va se poser, est-ce qu'il sera normal? Et à ce moment-là, on ne peut pas, enfin, mon avis professionnel et éthique, on ne peut pas mentir aux patients. On ne peut pas leur dire, ah ben, c'est sûr que tout ira bien. Non, il faut se baser sur les preuves. Et quelles sont les preuves? Les preuves, c'est que oui, on sait qu'il y a un risque neurodéveloppemental qui va être un petit peu plus élevé que dans la population générale. Ces risques-là, en général, ne concernent pas l'intelligence de votre enfant. Donc, il faut dire ce qu'il en est, parce que là, on a les datas depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, après, ça pose toute une sorte des questions, mais je pense que vous, en tant que professionnel, en tout cas, c'est mon avis, il faut être transparente et objectif avec les familles. Après, la décision des familles, ça leur revient. C'est pas, voilà. Le pronostic en général des enfants que j'ai vu plus de 500 enfants avec cardiopathie congénitale dans différents contextes. J'ai envie de dire, ce sont des enfants extraordinaires. C'est des enfants qui surmontent des épreuves inimaginables en termes psychologiques, en termes physiques. Donc, la résilience de cette population est énorme. Voilà, il faut parler des choses positives, mais il ne faut pas non plus dire il
y a rien, tout ira bien, parce que en disant ça, si vous voulez, les parents partent avec une idée, après ils vont revenir avec une autre en disant pourquoi vous ne m'avez pas dit, finalement on n'a pas mis en place les choses qu'il faudrait. Voilà, donc ça, après, je pense que c'est une discussion professionnelle dans votre métier, bien sûr, mais en tout cas, dans mon métier, de ce que je vois dans le neurodéveloppement, il faut l'amener en étant proactif, en faisant l'accent sur la prévention plutôt que sur la rémédiation, une fois que les choses sont déjà actées et que c'est plus difficile d'avancer. Alors, comment vous pouvez faire aussi? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cardiologues qui sont très investis sur l'optimisation des soins néonataux. Donc, on a ce champ vraiment de recherche qui reste vraiment très vaste et qui peut sincèrement améliorer le pronostic des familles. La prévention, par exemple, de la surstimulation, la prévention de la séparation trop prolongée avec les parents, favoriser les contacts peau à peau, par exemple. Ça a marché chez les grands prématurés. Ça a marché aussi dans quelques essais randomisés contrôlés dans les cardiopathies congénitales, notamment le programme NIPCAP, qui est un programme de rapprochement avec le parent qui permet aussi de créer ce lien avec la maman ou les papas, ou les deux. Et puis, ça diminue aussi le stress parental. Et ça, je pense que c'est crucial parce que plus un parent est stressé, il ne sait pas trop où aller, il n'y a pas toutes les réponses, etc. En plus, il va être séparé de son enfant. Donc, plus on va mettre un risque supplémentaire au niveau psychosocial dans la famille. Donc, plus les parents sont préparés, anticipent, finalement se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, que l'équipe les écoute, qu'il voilà, y a ce suivi par derrière. Je pense que ça détend énormément le parcours du petit, de l'enfant. Et bien sûr, donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les cardiopédiatres vont avoir le rôle aussi de l'information préventive aux familles. Donc, dans votre consultation, je sais que ça s'est fait aussi dans beaucoup de centres, demander tout simplement comment ça va, comment ça se passe la scolarité, voilà, des choses toutes simples. Si vous avez la possibilité, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à les renvoyer, par exemple, à un programme de suivi neurodéveloppemental de façon très précoce. Il ne faut pas se dire ça va s'améliorer tout seul. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc, je préfère qu'il vaut mieux agir avec trop de précautions que pas assez. Dans ce domaine-là, c'est indispensable pour le pronostic. Et puis de favoriser donc le suivi vraiment par période clé. Donc, comme je vous ai dit, le timing ne va pas être le même pour tout. Donc, il y a des choses que vous allez voir à 1 an, des choses que vous allez voir à 4 ans, des choses qui vont apparaître tout d'un coup comme ça. Vous voyez un ado et vous le voyez décompenser complètement à 16 ans. Donc voilà, il faut savoir qu'à chaque moment du développement, il y a son suivi, il y a son suivi à son importance en fait. Voilà, et je vais finir par dire que voilà, ça représente bien, je pense, cette diapo-là. C'est des enfants vraiment extraordinaires. Il faut juste pouvoir et savoir les accompagner et leur proposer les soins et le care qu'ils méritent. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va voir si... oui, Audrey, tu es là? Je suis Miro. Parfait. Je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup. Donc, je vous présente Audrey Leparé. Yes. Est une maman d'une petite Anaé. Voilà, je te laisse te présenter. Ça marche, je me présente. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous. J'ai fait l'exercice déjà l'année dernière. C'est un exercice que je fais rarement, que je fais peu, parce qu'il me coûte un petit peu, je ne vous le cache pas. C'est pas facile de revenir sur le parcours de son enfant, le parcours notamment là, d'Anaé, qui est particulier, qui va venir appuyer, je pense, tout ce qu'a dit Johanna, tout ce que vous avez dit, Johanna. Je ne peux plus tout écouter parce que je suis sur mon lieu de travail. Voilà, donc j'ai fait avec mon directeur général il y a quelques instants, donc j'ai dû couper à un moment donné. Je ne vais pas être dérangée pour pouvoir vous faire cette présentation. Et donc, je vais vous parler d'Anaé. Donc, Anaé, elle est née en août 2016.
Et là, j'ai entendu un petit peu ce que disait Johanna tout à l'heure. Je vais venir appuyer, du coup, juste par le parcours d'Anaë, ce qui a pu être dit. Anaë, elle est née prématurée, avec un retard de croissance. Elle faisait 2 kilos à la naissance, 42 centimètres. Et pour info, il y avait de fortes anomalies placentaires qui ont été démontrées suite à une analyse réalisée sur mon placenta. Juste par rapport à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, si ça peut tous vous parler. Très vite, Anaëlle a rencontré des difficultés, des premières difficultés, prise de poids difficile, RGO, enfin voilà, tout ce qui peut arriver de plus compliqué après une naissance, surtout sur un petit poids. Et puis il y a une bascule. En octobre 2016, on découvre brutalement la cardiopathie d'Anaëlle. Pour info aussi, c'est toujours intéressant, j'ai perdu un petit frère d'une cardiopathie, voilà, à la naissance. C'était une grande angoisse pour moi. Je l'ai dit pendant ma grossesse, on ne m'a clairement pas écoutée. Je trouvais que ma grossesse se déroulait de manière étrange, que mon ventre ne grossissait pas. Il y avait des choses qui me dérangeaient beaucoup dans tout ça. On ne m'a pas franchement écoutée, je vous le dis aussi. Et de fait, malheureusement, on a découvert brutalement la cardiopathie d'Anaëlle en octobre 2016. Comment? Une vaccination décidée par la généraliste, et puis tout bascule en quelques heures. Je ne remercierai jamais assez cette généraliste d'ailleurs de cette décision. Ça nous a permis de comprendre ce qui se passait. Anaëlle, derrière, a été hospitalisée en réanimation. On a clairement failli la perdre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Là, vous imaginez le stress. Stabilisation au service de cardiopède au CHU de Lille, et puis assez vite, une semaine après, chirurgie palliative, avec un cerclage de l'artère pulmonaire à Marie-Lannon par le professeur Lee. Mais non, parce qu'ils ont fait du super boulot, donc raison de les valoriser. Les opérations derrière se sont déroulées en juin 2017. Et, voilà, après le cerclage, un temps un peu où on avait un enfant qu'on surprotégeait pour le coup, mais pour lequel ça se passait bien. Et puis derrière, ça s'est réaccéléré donc en juin 2017. Alors la cardiopathie d'Anaëlle, juste CIA plus une CIV particulièrement large en apicale. Il y a une première exploration par un cathétérisme qui a amené à une tentative qui a échoué de peu. Et puis quelques jours après, une seconde tentative pour refermer cette CIV plus spécifiquement, une tentative qui fera la bonne. C'était le 21 juin 2017, et là, c'est l'équipe de Marie-Lannon qui a bossé sur une opération qu'ils ont appelée hybride, c'est-à-dire un retrait du cerclage et un cathétérisme pour la pose d'une prothèse en Platzer. Je suis un peu technique, mais voilà, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. C'est les docteurs Lee et Asquette, que je crois que vous avez entendu plus tôt dans la semaine, qui ont travaillé pour soigner Anaëlle brillamment, on doit le dire. Derrière tout ça, particulier, cette première année de vie particulièrement chaotique, il y a eu beaucoup d'hospitalisations. On a fait le choix de reprendre une vie la plus normale possible pour Anaëlle, avec une entrée en crèche, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'on nous préconisait. On nous invitait plutôt à la bulle, voilà, parce qu'elle était très, très fragile. Mais on a fait un choix plus... Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais en gros, moi personnellement, je me disais que la laisser dans une bulle n'était peut-être pas la bonne option, et que justement pour son développement, pas de neurodéveloppement, mais pour son développement, il me semblait important qu'on puisse la laisser vivre un peu plus normalement. Donc on a fait ce choix-là, mais on l'a payé par des séjours réguliers à l'hôpital pour des infections et autres virus. Elle a même fait une septicémie, endocardite, alors en tout cas suspicion d'endocardite, donc la totale avec une hospitalisation qu'on a réussi à réaliser à domicile pendant 6 semaines. Mais je vous ai mis cette photo parce que alors on parlait de résilience, j'entendais Johanna parler de résilience. Ok, oui, voilà, toujours avec le sourire. Alors un sourire que nous, on essayait de scotcher sur nos visages aussi, mais voilà, ce sourire-là que vous voyez sur cette photo, et c'était le sourire d'Anaëlle, presque constant pendant tout ce parcours. Et puis, on se rend compte que tout prend plus de temps et qu'il nous faut, et elle aussi, beaucoup de patience pour tout. La propreté, apprendre à marcher, les premiers mots, puis les premières phrases. On comprend vite qu'il y a un décalage qui se forme. Tout ça, donc c'est en gros avec 1 an, 18 mois de décalage par rapport à sa classe d'âge. Je vous ai mis ici détecter, comprendre, accepter, agir. C'est des mots-clés pour moi et ça vous résume un peu comment ça s'est passé. On comprend très vite, mais surtout très seul, qu'elle va avoir besoin d'aide, Anaëlle. Que nous allons avoir besoin d'aide, forcément. Ok, le cœur est réparé.
beau boulot, bravo, merci, 1000 fois. Sauf que le combat, on comprend qu'il fait que commencer, en fait. Je tape à la porte du CAMS à Roubaix, qui nous aide à comprendre et à trouver des solutions. En fait, moi, je vais gratter aux portes. Je me dis, il y a un truc qui ne se déroule pas normalement. OK, on a réparé son cœur, mais il y a un truc qui ne va pas. Elle ne grandit pas normalement. On est norme maintenant, voilà. Mais en tout cas, il y a un truc. Et puis là, au CAMS, fort heureusement, je tombe sur une pédiatre qui sait que les enfants qui ont une cardiopathie peuvent avoir des troubles du neurodéveloppement. Chance énorme, parce que alors je pense que ça bouge beaucoup ces dernières années, mais toutefois, là, je vous parle de ça, donc il y a 5 ans, c'était pas gagné. Hein. Le cardiologue vers qui nous étions dirigés après le CHU de Lille est au top. C'est encore celui qui suit Anaë, il est génial. Sauf qu'il ne nous a pas du tout sensibilisés à la possibilité de difficultés de neurodéveloppement. Et donc, on n'y était pas, on ne s'y attendait pas. On ne savait pas, du coup, que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Et donc, de fait, on s'est débrouillé tout seul pour comprendre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je veux aujourd'hui vous faire passer spécifiquement. Johanna l'a dit, je vous le dis, vous avez un rôle majeur. Voilà. Ça nous aurait grandement aidé d'avoir été sensibilisés à ça, sans nous en rajouter, juste en nous disant, voilà, il y a peut-être il peut y avoir un sujet, il peut, voilà. Donc, nous, je pense que j'ai cette certitude que les parents aiment savoir. Voilà. On a besoin de savoir, sans nous noircir le tableau, il ne s'agit pas de ça. Voilà. Mais, c'est mon moment de vous faire passer des messages. L'entrée à l'école, elle est difficile. Il y a des troubles du comportement, difficultés de concentration, grandes difficultés en motricité fine. Et là, on comprend qu'on doit accélérer. Donc, de nouveau, assez seul. Hein. Ça, je vous dis, le parcours des parents dans ce cadre-là est assez particulier. Hein. On tape aux portes, fois à les enfoncer. Donc, comme orthophoniste, reconnaissance handicap, AVS, je vous passe clairement toutes les étapes pour les parents. Tout le monde se mobilise sous notre impulsion et puis Anaëlle est très bien entourée. Voilà, clairement, et c'est encore le cas aujourd'hui. À 6 ans et demi, c'est quoi le dispositif autour d'Anaëlle? Elle a été maintenue en grande section. Donc là, elle est dans son année de grande section. Elle a une AESH mutualisée, hein, donc elle a une aide à l'école, à peu près 3 demi-journées par semaine. Elle a un suivi orthophoniste, ergothérapeute, neuropsy, tout ça en libéral. Elle a des journées particulièrement chargées, notre poulette. Elle a 6 ans et demi. Ça veut dire que le CAMS, c'est fini. Et du coup, on rentre dans une autre étape encore, notre système français pour les enfants. C'est-à-dire que là, on a tapé aux autres portes, CMP, CESAD, etc. Sauf que les places se font rares. Anaëlle n'est pas, et fort heureusement pour nous, des cas les plus difficiles, voilà, et qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté aujourd'hui et en situation de handicap, donc on ne nous ouvre pas tout grand les portes, soyons très clairs. Voilà. Donc nous, on se fait créer notre propre CESAD, voilà, en libéral, soyons très clairs, on a un très bon suivi pour elle, on a très peu de relais institutionnels à ce jour, on se débrouille. On se débrouille d'autant plus qu'on mène de front carrière à temps plein et accompagnement de notre extraordinaire petite fille. Pour le coup, c'est banal, mais clairement. On a un nouveau dossier MDPH qui est en attente de décision et en fait, on a demandé une entrée en Ulysse l'année prochaine. Voilà, avec cette conscience que ça ne va pas se faire tout seul, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour aider Anaëlle. On ne sait pas quel va être son développement. On ne sait pas si... Alors, rattraper, moi, j'y crois peu. On ne rattrape jamais. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. On avance avec ce qu'on a, avec son bagage, avec ses difficultés, etc. On trouve des solutions. Rattraper, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Par contre, on peut l'aider, on peut l'accompagner pour qu'elle ait le meilleur parcours possible malgré tout ça. Ou moi, j'ai envie de voir grâce à tout ça aussi, parce que du coup, ça la rend aussi particulièrement empathique, particulièrement intelligente, clairement. Elle développe quelque chose au-delà des skills peut-être les plus appréciés aujourd'hui dans le monde scolaire. Voilà, on va le dire clairement. On a un espoir en faisant tout ce qu'on est en train de faire et en faisant ce choix de la mettre en enseignement adapté, si toutefois la MDPH nous l'accorde, c'est qu'elle puisse apprendre à lire et à écrire comme ses camarades de CP et sans trop souffrir des différences. Là, aujourd'hui, on rentre là-dedans. On
on a envie effectivement de pouvoir accompagner le mieux possible Anaé dans une scolarité la plus ordinaire possible. Et donc, si son dossier est accepté, là, il va y avoir un changement d'école. C'est jamais anodin. Voilà, on fait des choix. Il faut aussi, dans ce cadre-là, qu'on fasse des choix courageux, tous. Voilà, les parents qui ont le courage d'accepter ce qui se passe, d'accepter, après avoir accepté la cardiopathie, et dans notre cas, ça a été brutal, d'accepter que cette cardiopathie a des conséquences qui dureront peut-être toute la vie. Et que de fait, il faut accompagner l'enfant et mettre en place tout un tas de choses qu'on n'avait peut-être pas imaginées. Voilà. Et accepter aussi de se dire, oui, aujourd'hui, moi en tout cas, je le dis, oui, mon enfant est porteuse d'un handicap. Voilà. Elle a des gros soucis de développement, de neurodéveloppement. Et oui, elle a besoin d'un accompagnement, elle a besoin d'aide, et surtout pas qu'aucun d'entre nous, donc les parents, le corps médical, etc., on fasse l'autruche. Et je peux vous dire que pour le coup, des personnes qui ont fait l'autruche autour de nous, il y en a eu beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le médecin généraliste, le cardiopédiatre, ça va aller. Elle va rattraper. Bah non, rattrape pas. C'est sympa, je pense que c'est rassurant. Bien sûr que ça ne l'est pas, parce que pour le coup, nous, on voit bien si ça ne va pas. Voilà, au jour le jour, au quotidien, hein, à la maison. Donc, et tout ça, c'est hyper important de savoir se le dire, de savoir l'accepter et de savoir se dire que ça va au-delà de la réparation du cœur. Voilà, clairement. Je l'avais mise l'année dernière, je la remets. On est dans le présent. Je ne sais pas de quoi est fait demain pour Anaé. On fait tout pour que ça se passe bien aujourd'hui. Présent accouche, dit-on, l'avenir, ce que Voltaire dit. Et pour le coup, c'est aussi mon message aujourd'hui, c'est vous avez un rôle dans le présent avec du coup les familles, vos jeunes patients, qui est de dire les choses et d'accompagner le mieux possible. Saisissez ça, clairement. Saisissez cette opportunité pour eux. Vous les aiderez grandement. Voilà. Un grand, grand merci, Audrey. Rien, au plaisir. Vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Oui, est-ce que vous avez des questions pour Audrey? Il te remercie aussi. Ok, super. Merci à tous. Message. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très concret et très touchant. Je te remercie sincèrement d'avoir accepté de témoigner encore une fois dans CDU. Avec plaisir. C'est vraiment fondamental que voilà, vous voyez aussi le point de vue du parent et de se rendre compte concrètement de ce que c'est en fait. Est-ce que... Voilà. Je vois des questions. Je vais revenir un petit peu en arrière pour les questions. Alors, est-ce qu'on a le temps déjà? Le prochain cours commence à 11h, c'est ça? Alors, donc, selon vous, faudrait-il parler de ces risques à tout parent à qui on diagnostique une cardiopathie en période fœtale, cyanogène ou complexe? Alors, comme c'est une question qui revient très, très souvent, effectivement. Moi, je dirais la même chose que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut dire ce que l'on sait selon les recommandations objectives. Et donc, la réponse est oui, il faut en parler, mais il faut savoir en parler. Parce que, encore une fois, l'objectif n'est pas de faire peur aux parents, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour les informer. Et les informer avec l'évidence que nous avons, il y a des choses que nous ne savons pas. Et à ce moment-là, oui, il faut dire, on ne sait pas finalement quel va être le parcours de votre enfant. On ne sait pas comment ça va se passer exactement pour votre enfant. On sait que, et donc à ce moment-là, vous sortez les données objectives. Ça a toujours été mon avis. Je pense qu'on ne gagne rien en essayant de minimiser les choses parce que finalement, on n'est pas proactif. Si on dit que tout va bien et que tout ira bien et qu'il n'y aura pas besoin de suivi ou autre, on va se retrouver très souvent dans les cadres de figure où on va voir revenir les parents et dire
on n'a pas été au courant. Du coup, on a loupé une opportunité d'intervention. Audrey, Yes. Oui. Qu'est-ce que tu penses de… Ouais, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'en fait, il y a un timing pour ça. Il y a un temps où je pense qu'on n'est pas en capacité d'encaisser et de l'écouter. C'est-à-dire que quand bien même vous le direz, on ne l'entendra pas. Il y a ce moment où la vie de notre enfant est en jeu. Enfin, alors ça dépend des cardiopathies, je le sais bien, mais en tout cas pour les cardiopathies là complexes qui entraînent certainement les plus gros soucis neurodéveloppementaux derrière, on parle bien de la vie de notre enfant. Et donc à ce moment-là, on est plutôt sur ce besoin d'entendre que notre enfant va vivre. Voilà, déjà, que vous allez faire le maximum pour ça, etc. Et par contre, il y a une fenêtre de tir, je pense, après les opérations ou entre deux, là, typiquement, vous voyez, là, cerclage puis opération définitive, on a commencé à voir les premiers décalages et les premières difficultés à ce moment-là. Je me souviens en avoir parlé et avoir dit au cardiologue mais tout est compliqué, puis on sent que voilà, par rapport à sa classe d'âge, par rapport à nos amis, on voit les enfants de nos amis, on sent que c'est bizarre, son développement c'est pas tout à fait le même, et là on entend c'est normal. Je me souviens de c'est normal. C'est là votre fenêtre de tir, en fait, pour moi. Ce moment où, alors vous pouvez vous-même poser la question, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous trouvez que… Voilà. Et si jamais le parent vous tend la perche, en fait, c'est une écoute très active, là, et une capacité à vous dire, ah, là, c'est vrai. Non, il y a peut-être quelque chose. C'est mon moment pour l'alerter, c'est un grand mot. Prendre la perche, voilà. Et dire, OK, il faut creuser. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça va être très dépendant de chaque pratique, hein, mais je pense que c'est important effectivement de le faire à ces moments clés où on a une opportunité de le faire. Mais je pense qu'il faut même le faire en amont en termes de planification des soins. Ouais. Il y a dans certains centres dans le monde, il y a ce qu'on appelle les centres neurocardiaques, c'est-à-dire qu'ils sont associés au service des cardiologies et qui voient les enfants qui sont à plus haut risque et donc qui sont intégrés dans les soins et suivis du patient, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui passe en général très, très bien avec les familles puisqu'on leur présente ça comme une opportunité de suivi, en fait. On ne va pas présenter ça comme quelque chose de négatif. Encore une fois, il ne s'agit pas d'alarmer, il s'agit justement de prévenir et d'accompagner tout simplement la famille dans sa globalité et pas que le cœur, si vous voulez. On ne s'intéresse pas que au cœur, on s'intéresse à l'enfant. Et dans cette optique-là, ça va de soi. Les parents sont informés au départ, avant même d'avoir le bébé. Ils sont suivis ensuite après l'opération. Ils sont suivis à des périodes clés. Les parents savent qu'ils vont coupler la consultation cardiaque avec une consultation neuro des dépistages, par exemple, en fonction de ce qu'on peut proposer dans chaque centre. Mais voilà, c'est l'idée en fait qui ferait qu'on est dans la prévention et non pas dans… On va essayer de remédier finalement et mettre les choses en place quand les choses sont déjà… quand les symptômes sont déjà là. Ça, je me permets, du coup, c'est effectivement le cas un peu idéal où vous avez cette possibilité et ce couplage qui se fait. Sinon, honnêtement, aujourd'hui, les CAMS, pour avoir discuté aussi avec l'association Petit Cœur de Beurre, que je connais bien dans ce cadre, il y a une sensibilisation qui est faite clairement auprès de ces structures sur les risques liés aux cardiopathies congénitales. Et donc, vous voyez, typiquement, nous, le CAMS savait que c'était une possibilité et donc nous a ouvert les portes dès qu'on a tapé à cette porte. Donc là, s'il n'y a pas ces relais qui existent, clairement de pouvoir orienter et dire écoutez, vous savez, les CAMS ils sont là pour ça, peut-être de dédramatiser, de dire ça peut être intéressant que vous alliez leur demander du coup un bilan, ça se fait, votre enfant a connu connaît a connu des difficultés, c'est quand même pas un parcours banal, donc ça peut être pas mal que vous alliez demander un petit bilan, voilà, en essayant d'enrober et de pas faire paniquer, voilà. Mais CAMS peuvent être un très bon relais, je pense, clairement. Avec un bilan qui c'est assez court, hein, c'est quelques heures avec quelques praticiens. Et je pense que dans la plupart des cas, ça sera juste rassurant, en fait. Voilà. Donc, Ça reste ce qui est ressorti de son intervention. C'est que quand on fait. Bonjour. Bonjour. Ce qui est ressorti de votre intervention, c'est que
si on fait le diagnostic au moment où les symptômes sont apparus, quand on n'a pas la chance d'avoir, quand on n'a pas le dépistage qui se fait avant, ça reste une énorme galère par la suite. Oui. Donc, moi, dans le centre où je travaille, j'ai la chance d'avoir un centre neurocardio où je peux adresser mes patients au docteur Desnou qui fait un dépistage précoce, qui peut permettre, qui donne aux parents la possibilité d'accompagner les enfants dans les premiers mois et les premières années de vie. Mais quand les enfants ont besoin d'orthophonistes, de psychomotriciens et d'aide spécialisée, on a toujours cardiopathie congénitale, autisme sévère ou quoi que ce soit, au moins 1 an d'attente pour pouvoir entrer dans un CAMS. Et à partir de l'âge scolaire, c'est une galère pas possible. Oui, alors le parent pauvre de la médecine en France, il y a un énorme problème. Enfin, on va améliorer énormément le dépistage dans les prochaines années, tant mieux, mais ça va être pour le suivi derrière et les praticiens, ça va être difficile. Ce n'est pas une question de tout le monde. Mais enfin, je vous rejoins complètement. Alors, nous, on n'a pas du tout eu 1 an d'attente, mais c'est parce que, comment je vais vous dire ça, il était hors de question qu'il y ait 1 an d'attente. Et donc, du coup, j'ai été particulièrement agressive, je vais le dire comme ça, hein, dans l'approche auprès du CAMS. Et effectivement, j'ai réussi à obtenir une place un peu plus rapide pour Anaïm. Et vous avez parfaitement raison. Hein. Là, c'est l'exception qui confirme la règle. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour les parents de faire accompagner correctement leur enfant, quand bien même il y a un dépistage. Donc, par contre, les CAMS sont une clé, clairement, quand même. Et aujourd'hui, il y a quelques années, pour en avoir discuté avec la pédiatre du CAMS qui s'est occupée d'Anaï, qui était aussi la responsable du CAMS, il y a quelques années, les enfants qui avaient une cardiopathie congénitale étaient même mis un peu de côté. Voilà, c'est tout, ils ne sont pas prioritaires et c'est les enfants autistes sévères, etc., qui sont prioritaires. Ça tend à bouger, ça, clairement. Donc, et vous avez vous-même de nouveau un rôle à jouer pour que ça continue à bouger et que nos enfants soient pris en compte également. Voilà, clairement. Merci Audrey. Oui, tout à fait. C'est un vrai problème en termes de suivi. Et c'est vrai que le diagnostic ne fait pas tout. Hein. Le dépistage, c'est une chose. Après, c'est le suivi de ces enfants. Et là, clairement, on a tout un réseau ou un système à structurer. Donc, on est dans cette démarche-là. Je sais qu'il y a des centres, comme vous avez mentionné, à Marseille notamment, qui ont leur clinique neurocardiaque et je pense que c'est vraiment une initiative excellente qu'il faut proposer cette option aux parents parce que finalement c'est comme ça qu'on va les perdre beaucoup moins de vue, qu'on va essayer d'assurer un suivi régulier et puis qu'aussi on va tisser ces liens aussi avec l'extérieur pour la prise en charge. Je sais qu'il y a certains réseaux les prises en charge dans certaines régions, alors à ma connaissance, ce n'est pas au niveau national encore, mais en tout cas, qui peuvent prendre en charge certains de ces cas, et ça, c'est une excellente chose. Après, il y a le libéral, mais bon, il y a d'autres barrières dans l'accès à ce type de services. Mais voilà, je pense que les choses commencent à bouger, et il faut justement en parler, il faut répéter la nécessité de faire ces suivis et de faire cette prise en charge pour que réellement, finalement, à la fois les pouvoirs publics et privés puissent prendre les choses en main. Et je me permets, pour appuyer ça, on peut en parler des barrières, Johanna, c'est notamment la barrière financière, effectivement. C'est compliqué pour pas mal de familles. S'il n'y a pas le suivi mis en œuvre autour du CAMS, autour de réseaux dont vous parlez. Oui, là, nous, aujourd'hui, typiquement dans notre région, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de place. Donc, on a mis en place notre propre CESAD autour d'Anaï. Ça coûte effectivement cher. On a la chance de pouvoir l'assumer. Toutefois, je ne savais pas qu'on avait le droit à des aides il y a quelques années. Voilà, on avait le droit à rien. Parce que on n'avait pas mis le mot handicap en face de tout ce dont on parle aujourd'hui, mais c'en est un. Et donc ça, c'est vrai que c'est aussi un mot qui, à un moment donné, doit ressortir pour avoir le droit aux aides qui sont autour de ce handicap et faire les demandes auprès de la MDPH, etc. C'est un combat aussi, c'est compliqué, mais ça se fait. Et il y a des aides aujourd'hui très correctes d'accorder pour pouvoir assumer ces suivis-là.
Donc, voilà, ça aussi, c'est important de le dire. Alors oui, c'est une autre étape encore, hein, c'est d'accepter que les soucis neurodéveloppementaux, etc., sont bien un handicap. Et donc, on doit faire les démarches de la MDPH. C'est pas simple, hein. Voilà. Non, c'est sûr, c'est très long. Mais les aides existent. Si jamais vous entendez des parents dire « Ah bah oui, mais il y a plein de choses à mettre en place, mais ça coûte très cher », ayez ce réflexe aussi. Il y a toujours cette possibilité, effectivement. Très bien. Je pense qu'on est proche de l'heure de la fin du cours. Donc, je vous propose, si vous avez encore des questions, vous pouvez m'écrire. Vous avez mon email. Voilà, je serais ravie de répondre à des questions par email. Et puis, je te remercie, Audrey, encore énormément d'avoir participé aujourd'hui. Merci à tous. Belle suite à tous. Merci, Audrey. Merci, Johanna. Au revoir.